Dans le système stellaire le plus proche, il existe une planète semblable à la Terre. De plus, elle se trouve dans une zone potentiellement habitable. Cela aurait dû être l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Mais il y a une ironie, cette étoile, Proxima Centauri, est si faible que vous ne pouvez même pas la voir à l'œil nu. Notre plus proche voisin est invisible, et ce n'est que le début. Pour y aller, nous avons besoin de 10% de la vitesse de la lumière, soit 108 millions de kilomètres par heure, et cela prendrait 42 ans. Mais ce qui est vraiment effrayant, ce n'est pas ça. Ce qui est vraiment effrayant, c'est la façon dont votre esprit et votre corps se désintégreront dans ce vide de 25 000 milliards de kilomètres. Si vous êtes prêt pour la vérité dérangeante au bout de ce voyage, rejoignez la chaîne, car votre destination pourrait ne pas être le paradis que vous imaginez. Nous commençons. La plupart des gens pensent que voyager vers une autre étoile est juste une question de meilleure technologie et d'un peu plus de temps. Attendez quelques siècles, les ingénieurs s'en occuperont, n'est-ce pas? Cette supposition n'est pas seulement fausse, elle est dangereusement trompeuse. Car un voyage vers l'étoile la plus proche n'est pas un simple problème d'ingénierie. C'est se heurter de plein fouet aux murs les plus impitoyables de la physique, de la biologie et des mathématiques. Ces murs ne cèdent pas devant l'ambition humaine. Quand vous faites un calcul honnête, quand vous mettez sur la table le carburant dont vous avez besoin, la radiation qui s'accumulera dans vos cellules, ces décennies que vous passerez enfermés dans un cercueil de métal sans retour possible, l'image qui en ressort est une chose à laquelle presque personne n'est prêt à faire face. Alors, nous comprenons que la vraie question n'est pas « Comment allons-nous y aller ?» La vraie question est « Qui restera-t-il de ce voyage ?» Le point de départ de ce voyage est une phrase trompeuse. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. C'est techniquement tout à fait exact, mais l'image que cela crée dans notre esprit est celle d'un trajet en voiture vers la ville voisine. Longue, oui, mais finalement, quelque chose que nous connaissons. La réalité n'est pas celle-là. Laissez-moi vous faire sentir ce que signifie 4,24 années-lumière. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an à une vitesse de 300 000 km par seconde. Ce n'est pas une mesure de temps, c'est une mesure de distance. Car les distances sont si ahurissantes que toute autre règle devient ridicule. À cette vitesse, la lumière parcourt environ 9500 milliards de kilomètres en un an. Maintenant, multipliez cela par 4,24. Voilà la distance jusqu'à Proxima Centauri, environ 25 000 milliards de kilomètres de néant absolu, froid et silencieux. Mace. Ce n'est pas ça le plus intéressant. Pouvez-vous voir ce voisin le plus proche dans le ciel nocturne? La réponse est simple et choquante. Non. L'étoile la plus proche de notre système solaire est invisible sans télescope. Pourquoi est-ce important? Car cela montre, dès le début du voyage, à quel point nous sommes confrontés à quelque chose de différent. Proxima est une naine rouge, le type d'étoile le plus courant dans notre galaxie. Même cela est un peu humiliant, car la plupart des gens ne pourraient même pas montrer une seule naine rouge dans le ciel. Elle a environ 12% de la masse du Soleil et 14% de son diamètre. Mais, voici le chiffre vraiment important. Elle n'émet que 0,10 à 7% de la lumière du Soleil. Elle est si faible que bien qu'elle soit l'étoile la plus proche de nous, vous avez besoin d'une aide optique pour la voir. Voici une expérience de pensée qui vous donnera la chair de poule. Imaginez un instant que nous remplacions notre Soleil par Proxima Centauri. La Terre serait plongée dans une obscurité quasi absolue. Le ciel serait comme une nuit, sans lune, sans fin.
Les plantes mourraient en quelques semaines, les températures chuteraient à des niveaux catastrophiques. Voilà à quel point la différence est grande. Proxima est une étoile petite, froide et faible. Elle se trouve juste par hasard près de nous, et cette étoile n'est même pas seule. Elle fait partie d'un système de 3 étoiles, généralement appelé Alpha du Centaure. Les mystères de ce système rendent la raison du voyage encore plus profonde. Car il y a une découverte qui a tout changé. En 2016, les astronomes ont confirmé l'existence d'une planète en orbite autour de Proxima Centauri. Ils l'ont appelée Proxima Centauri b. Et ce n'est pas une planète ordinaire. Sa masse est similaire à celle de la Terre, un peu plus grande, et elle est en orbite dans la soi-disant zone habitable. C'est à dire dans cette plage parfaite où l'eau liquide pourrait théoriquement exister à sa surface. Mais voici la partie ahurissante. Une année sur cette planète ne dure que 11 jours. Juste 11 jours. Elle est beaucoup plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Pourtant, Proxima est si faible et si froide que cette proximité dangereuse place la planète exactement dans la bonne plage de température. Et cette phrase devrait vous déranger. En orbite autour de notre plus proche voisin dans l'univers, il y a une planète potentiellement habitable, semblable à la Terre, et nous ne pouvons l'atteindre avec rien de ce que nous possédons aujourd'hui. Absolument rien. Laissez-moi vous le prouver avec des chiffres impitoyables. Le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'humanité, la sonde solaire Parker, atteint des vitesses de plusieurs centaines de milliers de kilomètres par heure lors de ses plongeons les plus proches du K. Soleil, le véhicule le plus rapide de l'histoire. Si vous pointiez ce véhicule vers Proxima Centauri, le voyage durerait environ 6700 ans. 6700 ans. L'âge de la pyramide de Gizeh est moins de la moitié de cela. Et qu'en est-il de Voyager 1, qui voyage depuis 10 à 977 et se trouve maintenant dans l'espace interstellaire réel? Il arriverait à destination dans environ 75 000 ans. Pour mettre cela en perspective, il y a 75 000 ans, notre espèce commençait à peine à se répandre hors d'Afrique dans le monde. Toute l'histoire humaine enregistrée pourrait tenir plusieurs fois dans ce voyage. Ces chiffres ne sont pas un échec d'ingénierie. C'est la physique qui fait exactement ce qu'elle est censée faire. L'espace est vraiment aussi immense, et le gouffre entre immense et accessible est le point de départ de tout plan sérieux pour atteindre une autre étoile. C'est pourquoi, pour rendre ce voyage possible, nous avons besoin d'une seule chose, plus que tout le reste, la vitesse. Une vraie vitesse. Pas la vitesse de Parker, pas la vitesse de Voyager. Quelque chose comme 10% de la vitesse de la lumière. Gardez ce chiffre à l'esprit, 10% de la vitesse de la lumière. Car ce chiffre reviendra encore et encore dans le reste de la vidéo, et à chaque fois, il exigera un prix plus lourd de vous et de votre équipage. 10% de la vitesse de la lumière, c'est environ 108 millions de kilomètres par heure. À cette vitesse, le voyage vers Proxima Centauri ne prendrait qu'environ 42 ans pour l'aller simple. C'est le meilleur scénario possible pour une mission habitée utilisant une technologie de propulsion considérée comme plausible. Mais, même ce scénario nous laisse avec d'autres questions beaucoup plus sombres. Que signifie réellement propulser un vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière? Quelle loi de la physique devons-nous contourner? Quelle porte de l'enfer devons-nous entrebâiller? Car la réponse honnête à cette question est brutale. Aucun système de propulsion que nous avons construit ne peut amener un vaisseau spatial habité à 10% de la vitesse de la lumière, même pas à proximité. Et je vais vous montrer, étape par étape, pourquoi c'est si difficile.
Car dans ce problème, chaque solution qui semble résoudre le problème crée en fait un nouveau problème beaucoup plus grand. Commençons par le plus évident, les fusées chimiques. La technologie qui a transporté Youri Gagarin dans l'espace en 10 à 960 éteints et qui a emmené chaque humain dans l'espace depuis. Selon les normes terrestres, ce sont des machines magnifiques, mais pour le voyage interstellaire, elles sont complètement, mais alors complètement inadaptées. Et les chiffres expliquent pourquoi de manière indiscutable. La vitesse d'éjection des meilleurs carburants chimiques atteint au maximum quelques kilomètres par seconde. 10% de la vitesse de la lumière, c'est environ 30 000 km par seconde. La différence est d'environ 10 000 fois. L'impitoyable équation de la fusée de Tsiolkovsky montre à quel point nous sommes impuissants à cet égard. Cette équation décrit la relation entre la vitesse d'éjection, la masse de carburant et la charge que vous transportez, et son verdict est sans appel. Pour atteindre 10% de la vitesse de la lumière avec une fusée chimique, vous auriez besoin d'un rapport carburant, charge utile si énorme qu'aucune structure physique ne pourrait transporter ce carburant. Les chiffres deviennent physiquement absurdes bien avant de devenir utiles. Ce n'est pas un problème que vous pouvez résoudre avec de meilleurs matériaux. C'est une limite thermodynamique imposée par l'énergie maximale disponible dans les liaisons chimiques. Point. C'est pourquoi nous passons à l'étape suivante, la propulsion nucléaire. Ici, l'équation change. Une fusée thermonucléaire utilise un réacteur à fission pour chauffer le carburant et l'expulser à des vitesses bien supérieures à ce que les moteurs chimiques peuvent atteindre. Le projet NERVA, testé par la NASA dans les années 60 et 70, a prouvé que ce concept fonctionnait. Ces moteurs pourraient sérieusement raccourcir les temps de trajet à l'intérieur du système solaire. Mais il y a toujours un mais. Même la propulsion thermonucléaire ne peut pas amener un vaisseau à des vitesses interstellaires. Vous atteignez des vitesses utiles pour traverser le système solaire. Mais pour atteindre une autre étoile, vous auriez encore besoin de milliers d'années. Nous arrivons donc à l'étape suivante, là où les choses deviennent vraiment audacieuses, la propulsion nucléaire pulsée. Cette idée a été sérieusement étudiée à la fin des années 50 sous le nom de projet Orion. Et le concept est exactement aussi fou qu'il en a l'air. Vous faites exploser des bombes nucléaires juste derrière une énorme plaque d'acier, tenue par des bras géants qui absorbent les chocs, attachés à l'arrière de votre vaisseau. Chaque explosion pousse le vaisseau vers l'avant. Vous répétez cela des centaines, des milliers de fois. L'effet cumulatif de milliers d'explosions crée des vitesses qu'aucun moteur à combustion continue ne peut atteindre. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? La physique fonctionne. Des analyses détaillées ont montré qu'un vaisseau interstellaire de classe Orion pourrait atteindre 3 à 5% de la vitesse de la lumière. À 5% de la vitesse de la lumière, Proxima reste à une distance d'environ 85 ans. C'est encore plus long que la plupart des vies humaines. Mais cela met la cible à une distance accessible pour un équipage multigénérationnel. Alors pourquoi ne l'avons-nous pas construit? C'est là que réside l'ironie. Les problèmes du projet Orion n'étaient pas principalement techniques, mais politiques et juridiques. Un vaisseau Orion décollant près de la Terre couvrirait le sol de retombées radioactives à cause des milliers d'explosions nucléaires de sa phase d'accélération. Le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 10 à 963, interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère et l'espace, a de fait mis fin à l'avenir de ce concept. La physique de l'impulsion nucléaire n'a jamais été réfutée. Elle reste dans cette étrange catégorie d'idées qui fonctionnent en principe, mais qui ont été arrêtées, non pas par impossibilité, mais par les circonstances. Et si nous montions encore d'un cran, la propulsion par fusion?
Au lieu de briser des atomes lourds, une fusée à fusion combine des noyaux d'atomes légers comme le deutérium et l'hélium-3. Cela libère de l'énergie avec une efficacité qui fait paraître la fission modeste. Le projet Daedalus, une étude menée par la British Interplanetary Society dans les années 70, a détaillé à quoi ressemblerait une sonde interstellaire à fusion. Le projet prévoyait une sonde sans pilote capable d'atteindre environ 12% de la vitesse de la lumière. Et voici la leçon qui se répète dans cette histoire. Le vaisseau pèserait environ 54 000 tonnes au décollage. Environ 50 000 tonnes de ce poids ne seraient que du carburant. La charge utile, les instruments scientifiques réels, ne seraient que d'environ 500 tonnes, soit moins d'1% de la masse totale. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela un instant. Vous avez besoin d'une quantité monstrueuse de carburant pour propulser un minuscule ensemble d'instruments à des vitesses interstellaires. Même avec la fusion, le rapport de masse est impitoyable. Et quand nous assemblons ces concepts, des vaisseaux spatiaux gigantesques, des explosions nucléaires et des voyages de plusieurs décennies, nous sommes confrontés à un problème bien plus fondamental. Il ne s'agit pas seulement de construire un navire, il s'agit de construire un monde capable de survivre dans le vide de l'espace. Et le plus grand ennemi de ce monde ne sera pas le froid extérieur, mais la nature humaine à l'intérieur. Comment un groupe de personnes piégées dans une boîte en métal, pendant des décennies, survit-il mentalement et physiquement? C'est là que le vrai voyage commence. Et c'est cette question qui révèle l'équation la plus difficile du voyage. Car le véritable ennemi, ce n'est pas la poussée de la fusée ou l'immensité de la distance. Le véritable ennemi, c'est ce que vous mettez à l'intérieur de ce vaisseau, l'être humain lui-même. Et maintenant, voici le vrai choc. Car le problème d'ingénierie le plus difficile de cette mission, c'est la sélection des humains. Ce serait l'entretien d'embauche le plus impitoyable de l'histoire. La santé physique n'est qu'un début, juste un billet d'entrée. Car ce que l'on recherche vraiment, c'est l'imprévisible. Vous devez garantir que vous ne contracterez pas une maladie qui vous clouera au lit pendant les 20 premières années. Il n'y a pas de retour. L'équipage est si petit que perdre une personne à cause d'une maladie évitable est une catastrophe. C'est pourquoi des tests génétiques sont effectués. On recherche le profil de risque de cancer le plus bas possible, car vous êtes sur le point d'exposer ces personnes à de fortes radiations pendant 42 ans. Ce n'est pas de la discrimination, c'est la logique de l'assurance. Vous essayez de prédire qui sera encore fonctionnel lorsque le vaisseau arrivera dans le système Proxima. Mais la santé psychologique est bien plus importante et presque impossible à mesurer. La résilience a des décennies de vie confinée, monotone et à haut risque. Pourtant, le critère principal est quelque chose de presque incommensurable. La capacité d'accepter vraiment, mais vraiment, que la Terre est derrière vous, que les gens que vous aimez ont vieilli et vécu une vie entière, que les messages mettent 8 ans et demi pour un aller-retour et que vous ne reviendrez jamais. Des gens capables de vivre avec cette connaissance et de choisir quand même de partir. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en aura jamais. Et quand l'écoutille se ferme, le vaisseau commence à accélérer. Mais tandis que l'esprit mène cette bataille, le corps commence sa propre rébellion. Le premier effet, et le mieux documenté, est la perte de densité osseuse. En apesanteur, vos os ne supportent aucune charge. Votre squelette existe pour soutenir votre corps contre la gravité. Lorsque vous supprimez la gravité, le corps réduit lentement la densité osseuse, car la maintenir consomme des ressources métaboliques qui semblent inutiles. Les astronautes de la Station spatiale internationale, même avec les exercices les plus stricts, perdent 1 à 2% de leur densité osseuse par mois. Une mission orbitale de 6 mois crée un amincissement osseux mesurable qui n'est que partiellement récupérable.
Maintenant, étendez cela à 42 ans. Vous comprenez le problème. La solution d'ingénierie est la gravité artificielle créée par rotation. Vous faites tourner une partie du vaisseau et la force centrifuge crée une sensation de poids. Mais il y a un piège. Pour que cette fausse gravité soit suffisamment convaincante pour maintenir vos os en bonne santé, la section rotative doit être assez grande, car une rotation rapide provoque des nausées chroniques qui ne passent jamais. Plus le rayon est grand, plus la rotation est lente. Cela signifie que vous devez construire une structure gigantesque. Et les structures de cette taille ne sont pas lancées depuis la Terre. Elles sont assemblées en orbite, ce qui nous ramène à cette infrastructure spatiale industrielle qui n'existe pas encore. Mais le véritable tueur invisible attend à l'extérieur. Et c'est le facteur le plus fondamental qui distingue l'espace interstellaire de tout autre environnement que les humains ont connu. La radiation. À l'intérieur du système solaire, le champ magnétique du Soleil nous protège d'une partie importante des rayons cosmiques galactiques. Mais, dans le vide interstellaire, cette protection disparaît. Ces rayons ne sont pas de la lumière ordinaire. Ce sont des noyaux d'atomes accélérés à des énergies extraordinaires par des événements violents dans la galaxie. Des protons, des noyaux d'hélium et même des éléments lourds comme le fer. Ils voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, et quand ils frappent un tissu, ils ne s'arrêtent pas proprement. Un seul noyau lourd à haute énergie brise les atomes sur son chemin, créant des cascades de particules secondaires. Ces cascades déchirent votre ADN d'une manière que des doses beaucoup plus élevées de radiation ordinaire pourraient le faire. Les mécanismes de réparation de l'ADN de votre corps sont submergés par ce bombardement constant. Voici une échelle pour vous. Les astronautes de l'ISS, tous les 6 mois, font face à une augmentation d'environ 1% de leur risque de cancer au cours de leur vie. Maintenant, adaptez cela à 42 ans de vide interstellaire ouvert. Cela constitue une part importante du risque de cancer de l'équipage. Mais il y a une préoccupation encore plus troublante. L'effet des rayons cosmiques sur le cerveau. Et juste au moment où vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer, vous comprenez comment l'espace lui-même vous tend une embuscade. Ce vide n'est pas un vide parfait. Il y a du gaz, et il y a des grains de poussière. Aux vitesses d'un vaisseau spatial normal, c'est insignifiant, mais à 10% de la vitesse de la lumière. La physique change complètement. L'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse. Par conséquent, un grain de poussière qui frappe à 10% de la vitesse de la lumière transporte environ 10 millions de fois plus d'énergie que le même grain à une vitesse normale. Laissez-moi traduire cela en quelque chose de concret et d'effrayant. Un seul grain de poussière de la taille d'une bactérie, frappant le vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière, transporte une énergie équivalente à une charge explosive notable. Un caillou d'1 millimètre de large possède une énergie cinétique similaire à celle d'une petite arme nucléaire. Un seul caillou. Et, au cours de 42 ans de voyage continu, la probabilité de rencontrer des grains plus gros augmente. C'est pourquoi le vaisseau doit avoir à l'avant un épais bouclier d'érosion conçu pour absorber les impacts et s'user lentement tout au long du voyage. Mais ce n'est pas une garantie. C'est juste un espoir. Alors, après que votre esprit, votre corps, votre ADN et le vaisseau lui-même aient enduré 42 ans d'attaques incessantes, qu'est-ce qui vous attend à destination? Ce que vous y trouverez vaudra-t-il ce prix inimaginable? Car la réponse à cette question n'est pas un simple oui ou non. La réponse est plus complexe, plus frustrante et plus profonde que quiconque sur Terre ne pourrait l'imaginer. Car après avoir traversé cet enfer pendant 4 décennies,
Proxima commence enfin à grandir dans les instruments. Pas de façon spectaculaire au début. Les naines rouges sont faibles, mais elle grandit. Semaine après semaine, ce petit disque rouge prend forme et la planète, Proxima Centauri b, devient détectable comme un corps distinct. L'équipage commence à caractériser le système avec une résolution qu'aucun télescope sur Terre ne pourrait jamais avoir. Car maintenant, les instruments sont physiquement là et la première découverte renverse les attentes. La planète est rocheuse, comme prévu, plus grande que la Terre, mais elle ne ressemble pas à la Terre. Elle ne ressemble pas non plus à Mars. La lumière rouge-orange et faible de Proxima illumine une surface qui la reflète étrangement. Le côté jour est un hémisphère entier sous un éclairage constant. Le côté nuit, une obscurité permanente. Et la frontière entre les deux est comme un anneau tranchant qui entoure la planète. C'est la confirmation dont l'équipage avait besoin. Proxima Centauri b est en rotation synchrone. Une face est constamment tournée vers l'étoile, l'autre constamment à l'opposé. Le côté jour est torride. Avec une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, la température peut dépasser 120 degrés Celsius. Le côté nuit est glacial, bien en dessous de zéro. Et c'est précisément dans cette zone crépusculaire, cet anneau appelé le terminateur, que les spectromètres trouvent quelque chose de plus intéressant. Une atmosphère. La planète a une atmosphère. Le dioxyde de carbone domine, avec de l'azote comme composant secondaire et des traces de vapeur d'eau, mais ce n'est pas une nouvelle rassurante. C'est le signe d'un danger bien plus grand. Car Proxima n'est pas une étoile calme. Les naines rouges sont petites et froides, mais elles ne sont pas pacifiques. Proxima est l'une des plus actives que nous connaissions. Elle produit des super-éruptions, des libérations soudaines d'énergie magnétique qui émettent des jets intenses d'ultraviolets, de rayons X et de particules chargées. Et elle le fait à l'échelle de quelques jours. Notre Soleil produit peut être une grande éruption par siècle. Proxima produit des événements d'une ampleur relativement similaire tous les quelques jours. Une planète en orbite si proche reçoit cela avec une intensité écrasante. La question de savoir si une planète peut retenir une atmosphère sous cette violence, ou si elle est lentement dépouillée sur des milliards d'années, dépend d'une question critique. La planète a-t-elle un champ magnétique puissant et protecteur, et les instruments captent deux choses simultanément, une atmosphère existante et la preuve qu'elle était beaucoup plus épaisse dans le passé. Ce que cette planète était il y a des milliards d'années est une question complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être était-elle habitable, peut-être était-elle habitée, mais le vrai choc n'est pas celui-là. Le vrai choc, c'est que la décision la plus difficile de tout le voyage ne concerne pas l'ingénierie, elle concerne l'éthique. Cela s'appelle la protection planétaire. Les organismes de la Terre sont extraordinairement résistants. Les spores de bactéries peuvent survivre au vide, à des radiations intenses, à des températures extrêmes. Elles pourraient survivre à un atterrissage dans l'atmosphère de Proxima b et s'installer dans une niche protégée. Et si cette planète abrite le moindre vestige biologique, même une vie microbienne souterraine, l'introduction d'organismes terrestres crée un problème de contamination qui pourrait être impossible à résoudre. Vous ne pourriez plus jamais déterminer si une biologie que vous trouvez là-bas, est indigène ou a été introduite par vous. La question scientifique la plus fondamentale de la mission, y a-t-il de la vie ailleurs, resterait à jamais sans réponse, parce que vous y auriez répondu de manière trop précipitée. C'est pourquoi l'ordre est si important. D'abord des semaines, des mois d'observation orbitale, puis des sondes robotiques stérilisées. Et quand les sondes transmettent enfin leurs résultats, l'image est d'une complexité frustrante.
Le terrain montre d'anciennes structures sédimentaires, des couches de roches qui ne se forment que dans l'eau stagnante. Les lits asséchés d'anciens plans d'eau, immenses par rapport à l'atmosphère ténue d'aujourd'hui. À un moment de son histoire, cette planète avait une quantité importante d'eau liquide à sa surface. Et la géochimie de certains échantillons montre des distributions de molécules organiques qui sont statistiquement inhabituelles, pas clairement biologiques, mais pas facilement explicables par de simples processus chimiques non plus. Des composés carbonés complexes dans des arrangements qui, sur Terre, seraient associés à une accumulation biologique. Les scientifiques à bord du vaisseau débattent de ce que cela signifie. Certains croient que les signatures reflètent une biologie ancienne, d'autres que c'est de la simple chimie. Mais les instruments à bord du vaisseau ne peuvent pas donner de résultats définitifs. Pour trouver la réponse avec certitude, il faut creuser sous la surface. Et cela crée le plus grand paradoxe de tout le voyage. Après des décennies, des milliers de milliards de kilomètres et des sacrifices inimaginables, le point où vous arrivez n'est pas une réponse. C'est une question encore plus impossible. Alors, que faites-vous maintenant? À une distance de conversation de 8 ans et demi de la maison, comment prenez-vous le risque de polluer à jamais la plus grande question scientifique de l'histoire? Alors, que faites-vous maintenant? C'est la question la plus lourde de tout le voyage. Car la réponse à cette question ne réside pas dans la technologie ou la science, mais dans l'être humain lui-même. Pour prendre cette décision, nous devons d'abord comprendre l'étrange état d'existence, l'état de limbe, dans lequel se trouve l'équipage. Ralentissons un peu notre rythme et regardons de plus près la réalité humaine à l'intérieur de ce vaisseau. Car les personnes dans ce vaisseau ne sont pas les mêmes que celles qui ont quitté la Terre. Pas seulement parce qu'elles sont plus âgées, mais parce que le voyage de 42 ans leur est vraiment arrivé. Il leur est tombé dessus. Ils ont noué leurs liens les plus profonds à bord du vaisseau. Et maintenant, examinons les mécanismes derrière cette réalité humaine, les forces invisibles qui les ont amenés à ce point. Le premier et le plus fondamental des mécanismes pourrait être appelé la distorsion subjective du temps. Le vaisseau se déplace à 10% de la vitesse de la lumière. Vu de l'extérieur, cette vitesse est extraordinaire. Mais, de l'intérieur du vaisseau, vous ne sentez absolument rien. Pas de vent, pas de vibration, pas de sensation de mouvement. La seule chose qui indique que le vaisseau bouge, ce sont les instruments et le lent, presque imperceptible, glissement des étoiles en arrière-plan. L'expérience de voyager à 108 millions de kilomètres par heure est visuellement indiscernable de celle d'être immobile dans l'espace lointain. Pensez à l'effet de cette situation sur l'esprit. Chaque jour est le même, le couloir est le même, l'air a le même goût. Les visages autour de vous sont les mêmes, le programme est le même, les instruments rapportent une progression constante et vous savez intellectuellement que vous bougez. Mais dans votre expérience, il n'y a rien pour ancrer cette information. L'absence de toute confirmation sensorielle du mouvement, combinée à un environnement qui ne change jamais, tend à créer une sorte de confusion temporelle. Les jours se fondent dans les semaines dans les mois. Le calendrier marque les années, mais la sensation subjective du passage du temps est déformée. Les astronautes de la Station spatiale internationale rapportent cet effet même lors de missions de seulement 6 mois. Ce que cela signifie sur 42 ans est un territoire véritablement inexploré. Aucune étude sur l'isolement à si long terme n'a jamais été réalisée sur des humains. Mais cette érosion mentale déclenche un mécanisme psychologique bien plus dangereux. Ce mécanisme est appelé le phénomène du troisième quart. Des études sur des communautés isolées révèlent de manière cohérente ce schéma troublant. Le moral et la cohésion sont relativement bons pendant le premier quart de la mission. Car tout est nouveau,
et l'excitation de la mission est élevée. La situation s'améliore également au dernier quart, car la fin approche et le sens du but est ravivé. Mais le troisième quart, cette période au-delà de la moitié, mais où la fin est encore loin, est là où le véritable fardeau psychologique s'accumule. Pour une mission de 42 ans, ce troisième quart commence vers la 22e année et se termine à la 32e. L'équipage, de la fin de la quarantaine au début de la soixantaine, a passé le point médian du voyage, mais il reste encore plus de 10 ans avant l'arrivée. Et aucune recherche dans l'histoire n'a étudié des humains en isolement pendant une si longue période. L'histoire nous offre un avertissement. Les mutins de l'île Pitcairn, qui n'ont eu aucun contact extérieur, après avoir établi leur colonie sur une île isolée du Pacifique dans les années 10 à 780, ont sombré dans le conflit et le Pacifique meurtre en quelques années. Les raisons étaient familières. Concurrence pour les ressources, conflits relationnels, disputes de statut, les effets cumulatifs du stress sans soupape de sécurité. Un équipage de vaisseaux interstellaires serait, bien sûr, beaucoup mieux préparé. Mais il serait isolé plus longtemps, les enjeux seraient plus élevés, et il n'y aurait aucune option de départ. Pourtant, l'effondrement mental n'est qu'une des plus grandes menaces à bord. Un autre mécanisme critique est l'évolution de l'écosystème microbien. Cela peut sembler technique, mais ses conséquences sont extrêmement personnelles. Vivre pendant des décennies dans un environnement clos avec un petit groupe stable de personnes provoque l'évolution de l'écologie microbienne du vaisseau. Les bactéries, champignons et virus vivant dans et sur chaque membre d'équipage commencent à s'équilibrer au sein du groupe, car tout le monde partage le même air recyclé, la même eau et les mêmes surfaces. La 5e année, la communauté microbienne du vaisseau est déjà différente de ce qu'elle était au lancement. La 20e année, elle a évolué d'une manière qu'aucun médecin dans l'histoire n'a jamais rencontrée, car les conditions qui l'ont produite n'ont jamais existé auparavant. Cela pourrait être totalement inoffensif, ou cela pourrait conduire à des problèmes de santé jamais vus auparavant. Personne ne le sait. L'équipage le découvrirait en temps réel. Et cette roulette biologique se combine à une réalité bien plus prévisible, mais tout aussi impitoyable, le vieillissement. Si l'équipage part dans la trentaine, il arrive dans la soixantaine. Le profil médical d'une personne de 70 ans n'est pas le même que celui d'une personne de 30 ans. Les attentes statistiques pour un équipage de, disons, 50 personnes vieillissant de la trentaine à la soixantaine au cours de la mission incluent de nombreux cas de maladies graves liées à l'âge. Le cancer, certainement quelques cas, des événements cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux. Tout cela doit être traité à bord, avec ce que la mission a emporté. Certains cas sont traités avec succès, d'autres non. L'équipage le sait, mais toutes ces batailles biologiques et psychologiques pâlissent en comparaison de la vérité la plus fondamentale et inévitable du voyage. Car, à la base de tous ces mécanismes, il y a une règle maîtresse qui régit tout, le prix inévitable. Chaque choix dans ce voyage, chaque solution est un compromis. Vous voulez plus de vitesse, il faut plus de carburant, ce qui signifie plus de masse, ce qui rend l'accélération plus difficile. Vous voulez une meilleure protection contre les radiations, il faut un bouclier plus épais, ce qui signifie encore plus de masse, et cela nécessite encore plus de carburant. C'est un cercle vicieux. Les mathématiques impitoyables de l'équation de la fusée de Tsiolkovsky vous punissent à chaque étape, et le prix le plus impitoyable, c'est l'acte de s'arrêter lui-même. Si vous arrivez dans le système Proxima Centauri à 10% de la vitesse de la lumière et que vous ne ralentissez pas, vous traversez tout le système en quelques heures. Tout ce voyage, toutes ces vies sacrifiées pour un flou de quelques heures
et ralentir nécessite autant d'énergie que d'accélérer. Cela double le besoin en carburant dès le départ. C'est la tragédie fondamentale du voyage interstellaire. Chaque gain est une perte. Chaque solution est un nouveau problème. Et le résultat qui sort de cette équation révèle la place de l'humanité dans l'univers dans sa forme la plus nue. Alors, à la fin de cette équation impitoyable, que reste-t-il à l'équipage? Arrivés là, bas, obtiendront-ils la contrepartie de ce prix? Mais pour comprendre s'ils obtiendront la contrepartie de ce prix, nous devons également prendre en compte les dernières variables, les plus impitoyables de cette équation. Jusqu'à présent, nous avons navigué aux limites du raisonnable. Propulsion nucléaire, fusée à fusion. Ce sont des étapes d'ingénierie difficiles, mais au moins imaginables. Alors que, maintenant, nous allons nous aventurer aux confins de la physique connue, à cette frontière dangereuse où la théorie se bat avec la pratique. Car les idées mises sur la table pour propulser un vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière ne sont pas seulement audacieuses, elles sont remplies de paradoxes autodestructeurs. Voici les secrets techniques les plus profonds et les plus dérangeants de ce voyage. Le premier mécanisme est la source d'énergie la plus dense de l'univers connu, l'antimatière. C'est peu être le jouet préféré de la science-fiction, mais la physique derrière est extrêmement réelle. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'anéantissent complètement. 100% de leur masse se transforme en énergie pure. Ce n'est pas comme brûler un morceau de bois, c'est comme transformer le bois lui-même, l'idée d'existence et même l'acte de brûler lui-même en énergie. C'est le summum de l'efficacité. En théorie, un moteur à antimatière pourrait accélérer un vaisseau jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Mais la théorie fait ici une blague cruelle, car la pratique est un véritable cauchemar. L'antimatière n'existe pas en quantité utile dans la nature. Chaque particule doit être produite individuellement dans des accélérateurs de particules. La capacité de production annuelle actuelle d'antimatière de la planète entière est de l'ordre de quelques nanosecondes. Pour une mission interstellaire, vous auriez besoin de grammes, voire de kilogrammes. La différence est un nombre à 9 chiffres, des milliards de fois, et son stockage nécessite un confinement si parfait que toute défaillance mettrait fin à la mission instantanément et de manière catastrophique. Car au moment où l'antimatière touche la matière ordinaire, qui compose tout le reste du vaisseau, vous êtes anéanti. C'est l'une des plus grandes ironies de la physique. L'univers vous offre le carburant le plus parfait, mais rend ensuite sa production et son stockage presque impossibles. C'est la solution ultime, et en même temps la plus inaccessible. Et si nous inversions complètement l'équation, et si le vaisseau ne transportait pas son propre moteur? C'est le mécanisme ingénieux derrière cette idée de voile laser dont vous avez entendu parler ces dernières années. Le nom du projet est Breakthrough Starshot. L'idée est de résoudre le problème de poids du vaisseau, la tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky, en laissant le moteur sur Terre. Vous pouvez comparer cela à un surfeur dans l'océan. Le surfeur ne crée pas la vague lui-même. Il utilise simplement l'énergie de la vague pour avancer. Ici aussi, un réseau de lasers géants, tiré depuis le sol, se concentre sur une voile réfléchissante attachée à des micropuces de quelques grammes. Cette pression lumineuse continue accélère ces petites sondes jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les sondes arrivent à Proxima en environ 20 ans et envoient des données lors d'un survol rapide. C'est un concept fantastique pour une sonde sans pilote, mais pour un vaisseau habité, c'est totalement inutile, car vous ne pouvez pas mettre des gens dans quelque chose de la taille d'un timbre-poste.
augmenter l'échelle d'une voile laser pour supporter le poids d'un habitat humain se heurte à des limitations fondamentales de chaleur et de structure. La voile devrait être si grande et si fine qu'elle fondrait sous l'énergie du laser ou se déchirerait à la moindre tension. Voici encore ce schéma impitoyable. Vous résolvez un problème, le problème de la masse de carburant. Mais, en échange, vous créez un tout nouveau problème impossible à résoudre, le problème de l'échelle. Mais à l'ombre de tous ces mécanismes d'accélération, il y a un autre mécanisme que tout le monde oublie, mais qui est peu être le plus impitoyable. C'est le jumeau sombre du voyage. Le mécanisme de ralentissement, car il ne suffit pas d'accélérer. Vous devez aussi vous arrêter. C'est si évident que cela passe souvent inaperçu. Mais la physique ne montre pas un gramme de pitié. Imaginez que vous calculez, dans les moindres détails, tout ce qu'il faut pour grimper au sommet d'une montagne, puis, une fois au sommet, vous n'avez jamais pensé à comment redescendre. C'est ça, le voyage interstellaire. Si vous arrivez dans le système Proxima à 10% de la vitesse de la lumière, soit 108 millions de kilomètres par heure, et que vous ne ralentissez pas, vous traversez tout le système comme un flou en quelques heures. Tout ce voyage de 42 ans, toutes ces vies sacrifiées pour un simple passage à côté de quelques heures, non. Et voici le coup de grâce impitoyable. Ralentir nécessite autant, voire pratiquement la même quantité d'énergie que d'accélérer. Tout ce carburant que le vaisseau a brûlé pour prendre de la vitesse doit maintenant être brûlé à nouveau en quantité à peu près égale pour freiner. Cela double le besoin total en carburant avant même de penser au support de vie ou au bouclier. Vous vous souvenez de cette impitoyable équation de la fusée? Cette situation est la dernière et la plus dure gifle que cette équation vous inflige. Plus de carburant signifie plus de masse. Plus de masse à accélérer signifie encore plus de carburant pour déplacer cette masse. C'est une spirale mathématique qui descend vers l'enfer, le rêve inaccessible de l'antimatière, la fragilité des voiles laser et le coût caché et énorme du ralentissement. Tous ces mécanismes pointent vers une seule vérité dérangeante. Aller vers les étoiles n'est pas seulement un défi d'ingénierie difficile, c'est une guerre menée contre les lois de la nature elle-même. Et dans cette guerre, chaque victoire a un prix inestimable. Mais, au-delà de toute cette ingénierie impossible, de cette physique impitoyable, la véritable histoire commence. Car maintenant, nous allons mettre de côté toutes ces théories et équations, et nous allons revenir à l'intérieur de ce vaisseau, à vos côtés, à chaque instant de ces 42 ans, pas à pas, l'accélération, la croisière, et le plus important, l'arrivée. Êtes-vous prêt à voir ce qui se passe réellement à ces moments-là? Car les moments les plus choquants, les plus humains et les plus dangereux du voyage ne font que commencer. Et maintenant, nous plongeons au cœur du voyage. À ces moments, l'écoutille se ferme et le vaisseau commence à accélérer. Mais ce n'est pas ce moment saccadé et dramatique que vous voyez dans les films. Non. La réalité est bien plus étrange, bien plus silencieuse et bien plus longue. Si le moteur à fusion brûle à une fraction de la gravité standard, tolérable pour le corps et efficace en carburant, la sensation à l'intérieur de l'anneau de vie en rotation est simplement celle du poids, tout comme la gravité normale sur Terre. Les moteurs peuvent brûler pendant des mois pour atteindre la vitesse interstellaire. Et pendant ce temps, le système solaire recule lentement. C'est maintenant que nous arrivons au point culminant de la vidéo, à ces moments épiques, les plus purs, les plus humains et les plus dangereux. Le premier moment épique est la disparition du Soleil. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un adieu lent et douloureux. D'abord, Mars passe d'un disque à un point, puis Jupiter, cette planète gigantesque, se réduit à une lueur dans les viseurs arrière.
Puis elle aussi n'est plus qu'une autre lumière dans le champ. Saturne, Uranus, Neptune, chacune est un monument à la distance que le vaisseau a parcouru depuis le monde où il est né. Et puis, la frontière officielle du système solaire est franchie. Ce moment change tout pour l'équipage, car à ce moment-là, le Soleil n'est plus le Soleil, c'est maintenant juste une étoile. Oui, l'étoile la plus brillante du ciel de ce point de vue. Mais c'est juste une étoile quand même. Et ils ont encore environ 4 années-lumière devant eux. À cet instant, toute l'histoire de l'humanité, toutes ces guerres, tous ces amours, toutes ces œuvres d'art ont eu lieu sur ce pâle point lumineux qu'ils ont laissé derrière eux, et eux ne font plus partie de cette histoire. À cet instant, ils sont vraiment, mais vraiment seuls. C'est une première dans l'histoire, le premier moment où des êtres humains voient leur foyer comme une étoile. C'est franchir un Rubicon psychologique. Et, une fois franchi, il n'y a pas de retour en arrière, car à partir de ce moment, la Terre n'est plus qu'un souvenir. Mais juste après cet adieu silencieux, commence la phase la plus longue et la plus effrayante du voyage. Le grand silence. Les moteurs se coupent, la vitesse de croisière est atteinte. La phase de dérive commence. Cette dérive sans fin qui durera 40 ans. Le vaisseau se déplace à 10% de la vitesse de la lumière, à 108 millions de kilomètres par heure. Cette vitesse, vue de l'extérieur, est inimaginable. Maïs, de l'intérieur, vous ne sentez rien, pas de vent, pas de vibration, pas de sensation de mouvement. Les jours se fondent dans les semaines dans les mois, et puis dans les années. La 3e année, la nouveauté a disparu. L'excitation initiale de la mission est écrasée par la réalité brutale du quotidien. C'est à ce moment-là que le plus grand monstre du voyage se révèle. La monotonie. Chaque jour est le même. Le couloir est le même. L'air est le même. Les gens connaissent toutes les habitudes, toutes les manies, toutes les petites exaspérations des autres. Les petites frictions invisibles, la première année, deviennent des événements quotidiens la 5e. C'est un marathon pour lequel la psychologie humaine n'a jamais été testée. C'est le silence le plus long, le plus isolé, le plus dangereux de l'histoire. Et dans ce silence, l'équipage doit faire face aux recoins les plus sombres de la nature humaine, car il n'y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher, juste ce vaisseau et ce vide infini. Ce silence peut lentement rendre un homme fou, ou il peut le conduire à une force intérieure que personne n'a jamais atteinte auparavant. Maïs, il n'y a aucun moyen de savoir lequel ce sera avant de partir. Et en plein milieu de cette guerre psychologique, l'univers assène un autre coup inattendu, le Danger Invisible. Le vide interstellaire n'est pas un vide parfait. Il est rempli de grains de poussière. Et à 10% de la vitesse de la lumière, ces grains de poussière se transforment en balles. Un seul grain de poussière de la taille d'une bactérie frappe avec une énergie équivalente à une charge explosive importante. Un caillou d'1 millimètre frappe avec l'énergie d'une petite arme nucléaire. Ce n'est pas un risque abstrait. C'est un bombardement qui dure chaque seconde pendant 42 ans. Le bouclier d'érosion à l'avant du vaisseau est conçu pour absorber ces impacts. Maïs, lui aussi, ne peut pas durer éternellement. Et un jour, une particule un peu plus grosse que prévu, sur une trajectoire malchanceuse, frappe exactement au point le plus faible du vaisseau. Un capteur explose. Une canalisation est percée. Un système vital tombe en panne. Les sirènes d'alarme déchirent un silence de plusieurs décennies. À cet instant, l'équipage n'est pas un scientifique de la fusée ou un astronaute, ce sont des réparateurs sur un bateau qui fuit, au milieu de l'univers, à 4 années-lumière de l'aide la plus proche. Et à cet instant,
Toute la mission dépend de la compétence, du courage et de la capacité de décision instantanée d'une poignée de personnes. Ils se battent pour survivre, car ils n'ont pas d'autre choix. Et ce pourrait être leur moment le plus sombre, mais c'est aussi leur moment le plus héroïque. Mais après toutes ces difficultés, tout ce silence et tous ces dangers, un jour, quelque chose change. La première lumière. D'abord, une augmentation à peine perceptible sur les instruments. Puis, un point pâle et rougeâtre, visible à l'œil nu. Ce n'est pas le soleil, c'est Proxima Centauri, ce fantôme qu'ils poursuivent depuis 40 ans. Et à cet instant, 42 ans de douleur, 42 ans de perte, 42 ans de silence, prennent un sens unique. Ils sont les premiers humains de l'histoire à voir une autre étoile de leurs propres yeux d'aussi près. Cette petite boule de lumière, rouge-orange, de la taille d'une pièce de monnaie, n'est pas seulement une étoile, c'est une promesse, c'est un but, et c'est une preuve. La preuve que l'humanité peut traverser même les vides les plus sombres. À cet instant, l'atmosphère à bord du vaisseau change. La dépression du 3e trimestre laisse place à l'excitation du dernier trimestre. Le sens du but est ravivé, et l'équipage se prépare pour la phase la plus importante, la plus dangereuse et la plus gratifiante de leur mission, le ralentissement. Car cette petite lumière rouge n'est pas seulement une destination, c'est aussi un tout nouveau départ. Mais ils ne savent pas encore que ce nouveau départ pourrait être bien plus complexe, bien plus dangereux et bien plus dérangeant qu'ils ne l'imaginaient, car les secrets qui les attendent dans le système Proxima Centauri pourraient être encore plus choquants que leur voyage de 42 ans lui-même. Car les secrets qui les attendent dans le système Proxima Centauri ne sont pas seulement choquants, ils sont aussi assez profonds pour ébranler nos hypothèses les plus fondamentales sur la place de l'humanité dans l'univers. Le processus de ralentissement dure des mois. Les moteurs à fusion s'allument pour la 2e et dernière fois de leur vie, cette fois pour ralentir le vaisseau. Et quand le vaisseau se met enfin en orbite, l'exploration commence. Et à ce moment-là, il devient clair que le voyage de 42 ans n'était qu'un début, car la véritable épopée va maintenant s'écrire. Ce qu'ils rencontrent brise toutes les attentes, et chaque découverte est plus bouleversante que la précédente. Le premier moment épique est l'enfer invisible. Les instruments commencent à balayer l'atmosphère et la surface de Proxima B, et ce qu'ils trouvent est un paradoxe. Il y a une atmosphère. Il y a de la vapeur d'eau. Mais il y a aussi un bombardement de radiation inimaginable. Proxima Centauri émet des centaines de fois plus de rayons X que notre Soleil, et ces super éruptions déversent sur la surface de la planète en quelques heures la quantité de radiation que Mars reçoit en un an. C'est un record. Aucune planète connue en zone habitable n'a jamais été exposée à un flux de radiation aussi intense. Dans ce monde où une année ne dure que 11 jours, ces éruptions se produisent presque chaque semaine. Comment est-ce possible? Toute eau à la surface devrait s'évaporer instantanément avec cette énergie, et l'atmosphère aurait dû être projetée dans l'espace il y a des milliards d'années. M-A-S-L est là, ténue, faible, mais toujours là. Cela jette à la poubelle tous les modèles des scientifiques sur la dynamique atmosphérique. Soit la planète a un mécanisme qui renouvelle constamment son atmosphère d'une manière que nous ne comprenons pas. Ou, et c'est une pensée encore plus troublante, la planète a un bouclier magnétique très puissant et invisible. Mais même ce bouclier ne serait pas suffisant pour protéger la vie à la surface. Proxima B n'est pas un paradis, c'est un enfer invisible. Et dans cet enfer, un secret bien plus grand pourrait être caché. Et alors qu'ils sont à la poursuite de ce secret, le deuxième moment épique arrive, le fantôme du passé.
La cartographie radar à haute résolution commence à montrer sous la surface de la planète. Et là, sous la surface sèche et brûlée d'aujourd'hui, se trouve un tout autre monde. Des lits de rivières asséchés, d'immenses bassins lacustres, et au pôle, des réservoirs d'eau gelée piégés sous d'épaisses couches de glace. Les quantités sont ahurissantes. Si toute cette eau fondait d'un coup, elle suffirait à couvrir la surface de la planète d'un océan de plusieurs kilomètres de profondeur. C'est une première dans l'histoire. La preuve directe d'une planète dans un autre système stellaire qui a possédé autrefois autant d'eau que la Terre. Il y a des milliards d'années, quand Proxima Centauri était plus jeune et plus calme, cette planète était un monde aquatique. Alors, que s'est-il passé? Où est partie cette eau? La réponse à cette question était cachée dans la géochimie de la planète. Et cette réponse allait tout changer, car le troisième moment épique est la signature anormale. Des sondes robotiques stérilisées, qui atterrissent à la surface, commencent à prélever des échantillons de roches. Et l'analyse de ces échantillons, dans le laboratoire du vaisseau, crée l'un des moments les plus excitants de l'histoire. La plupart des roches montrent les minéraux attendus, maïs. Dans certaines couches sédimentaires, il y a une anomalie, des composés carbonés complexes. En eux-mêmes, ce n'est pas une preuve. Mais la distribution de ces composés, la manière dont ils sont organisés, est complètement anormale. C'est statistiquement impossible, inexplicable par de simples processus chimiques inanimés. Cet agencement, sur Terre, n'est produit que par une seule chose, la biologie. C'est un écho chimique d'organismes vivants. Pas un fossile, pas un reste de vie. Mais l'indice chimique le plus fort qu'il y ait eu de la vie là, un jour, c'est le saint graal de l'astrobiologie, l'empreinte chimique de la vie sur un autre monde. Le monde scientifique sera divisé lorsque ces données parviendront à la Terre. Certains diront que c'est la preuve définitive. D'autres prétendront que c'est un processus géochimique exotique que nous ne comprenons pas encore. Mais, pour l'équipage de ce vaisseau, cela signifie une chose. Il y a des milliards d'années, cette planète n'était pas seulement habitable, elle était probablement habitée. Et alors qu'ils essaient de se remettre du choc de cette incroyable découverte, le quatrième et le plus troublant des moments épiques arrive, le silence. Depuis l'orbite de la planète, l'équipage tourne ses radiotélescopes non pas vers les profondeurs de l'univers, mais vers la planète elle-même. Ils écoutent pour capter même les signaux les plus faibles d'une civilisation technologique. Pendant des semaines, des mois, rien, un silence absolu. Et ce silence est bien plus effrayant que la signature carbonée, car lorsque ces deux découvertes sont combinées, une possibilité terrible émerge, la solution la plus sombre du paradoxe de Fermi peut être que l'univers est rempli de vie. Mais la vie intelligente, dès son apparition, est condamnée à s'autodétruire ou à être détruite par la violence de son étoile. Proxima b n'est pas une lueur d'espoir, c'est un avertissement. Une pierre tombale, le fantôme d'un monde autrefois plein de vie, mais maintenant silencieux, mort. L'équipage a voyagé pendant 42 ans pour trouver la vie dans l'univers. Et ce qu'ils ont trouvé à la fin, ce n'est pas la vie elle-même, mais son souvenir silencieux et effrayant. Ces découvertes, ces moments épiques, ces vérités bouleversantes, n'ont pas seulement changé notre connaissance de Proxima Centauri, ils ont tout changé sur qui nous sommes et ce que nous cherchons dans cet univers. Mais, maintenant, au milieu de toutes ces données choquantes et de ces records battus, il est temps de s'arrêter et de respirer, car la vraie question n'est pas dans les chiffres ou les graphiques. Alors, tout cela, que signifie-t-il réellement pour nous, pour l'humanité? Alors, tout cela, que signifie-t-il réellement pour nous, pour l'humanité? Maintenant, au milieu de toutes ces données choquantes et de ces records battus,
Il est temps de s'arrêter et de respirer. Nous ralentissons notre rythme, car les questions les plus profondes ne résonnent pas dans les chiffres ou les graphiques, mais dans le silence. Ce voyage, ces découvertes, cet effort impossible ne concernent pas seulement la compréhension d'un autre monde. Ils concernent la compréhension de nous-mêmes, de notre petite place fragile et miraculeuse dans cet univers infini. Et maintenant, nous sommes confrontés à cette question la plus importante. Qui sommes-nous? Quel est notre rôle, en tant qu'être conscient, à la dérive dans cet océan cosmique? Le premier et le plus bouleversant des contrastes est cette étrange danse entre la distance et la connexion. D'un côté, il y a un vide de 25 000 milliards de kilomètres, apparemment infranchissable, si grand que même avec notre technologie la plus rapide, il faut des milliers d'années pour y arriver. Si grand qu'un message de bonjour envoyé par l'équipage à la Terre met 8 ans et demi pour recevoir une réponse. Cette distance est une réalité physique. Elle est impitoyable et elle semble nous condamner à une solitude cosmique. La Terre, pour l'équipage, n'est plus un foyer, mais un souvenir pâle du passé. Leurs familles, leurs amis, tous ceux qu'ils aiment, sont devenus des figures fantomatiques, observées à travers la bande étroite d'une communication différée. C'est une vérité tragique. C'est l'une des choses les plus cruelles que l'univers nous dise, tu es seul, et peu importe à quelle vitesse tu vas, tu ne pourras jamais complètement échapper à cette solitude. Mais, et c'est là que le magnifique mais entre en jeu. Dans ce vaisseau, au milieu de cet isolement absolu, un tout nouveau type de connexion naît. L'équipage se lie les uns aux autres d'une manière plus profonde que n'importe quel humain sur Terre n'a jamais été lié. Ils ne sont pas seulement une équipe, ils deviennent un seul organisme. Ils dépendent les uns des autres pour survivre. Et cette dépendance crée le lien le plus fort de l'univers. Ce vaisseau n'est plus une boîte en métal. C'est un nouveau monde, une nouvelle famille, et chaque membre de cette famille est l'univers de l'autre. Voilà le paradoxe. L'univers, en te séparant de ceux que tu aimes, te fait vivre la solitude la plus profonde. Mais, en même temps, il t'offre l'opportunité de fonder une nouvelle famille, de créer une connexion qui n'a jamais existé auparavant. Toi aussi, tu vis cette dynamique dans ta propre vie. Parfois, les liens les plus profonds se forgent au milieu des plus grandes difficultés et des moments de solitude les plus profonds. Car nous, les humains, sommes faits pour combler les vides. Et parfois, les plus grands vides nous permettent de construire les liens les plus forts. Le deuxième contraste, et peut être le plus philosophique, est entre la connaissance et le mystère. L'équipage est équipé des outils scientifiques les plus avancés de l'histoire. Ils étudient un autre système stellaire, avec un niveau de détail que personne n'a jamais pu atteindre. Ils analysent l'atmosphère de la planète. Ils cartographient sa géologie. Ils déchiffrent sa chimie. Ils reconstruisent son passé de plusieurs milliards d'années. C'est le triomphe de la connaissance, la preuve du pouvoir de l'esprit humain à surmonter une distance de 25 000 milliards de kilomètres pour percer les secrets de l'univers. Ils savent des choses que personne n'a jamais su, mais plus ils en apprennent, plus ils réalisent qu'ils en savent peu. C'est une vérité tragique. Chaque réponse donne naissance à 10 nouvelles questions. Pourquoi l'atmosphère est-elle encore là? Qu'est-il arrivé à ces immenses masses d'eau? Cette signature carbonée anormale est-elle vraiment la preuve de la vie ou une chimie que nous ne comprenons pas encore? Chaque découverte les amène à la porte d'un mystère encore plus grand. La connaissance est comme une lampe de poche qui éclaire un océan. Plus elle éclaire loin, mieux vous comprenez à quel point l'obscurité environnante est grande. Mais, et c'est là que le miraculeux « mais » réapparaît. Ce mystère n'est pas un échec. Au contraire, c'est la véritable récompense du voyage. Car à quel point
serait-il ennuyeux que l'univers soit un lieu entièrement compréhensible, entièrement résoluble? Le mystère nourrit la curiosité enflamme la découverte, et la découverte nous donne un sens. L'équipage n'est pas parti là, bas, pour trouver des réponses définitives. Ils y sont allés pour poser de meilleures questions, et la plus grande chose qu'ils ont trouvée n'est pas une planète ou une signature chimique. La plus grande chose qu'ils ont trouvée, c'est le nombre de questions que l'humanité doit encore se poser. Toi aussi, tu expérimentes cette vérité dans ta propre vie. Plus tu apprends, mieux tu comprends le nombre de choses que tu ignores. Et cela ne doit pas te plonger dans le désespoir. Cela doit t'exciter, car tout ce que tu ne sais pas est une aventure qui attend d'être découverte. Et les plus grandes aventures commencent là où la carte s'arrête. Le troisième, et le plus humain des contrastes, est entre le passé et le futur. L'équipage embarque dans la trentaine et arrive dans la soixante-dizaine. Ils passent les années les plus productives de leur vie à voyager vers une destination dans cette boîte en métal. Le monde qu'ils ont laissé derrière eux est pour eux un souvenir figé. Leur mère, leur père, les proches qui étaient en vie au lancement ne le seront probablement plus à leur arrivée. Leur passé s'efface lentement et ils vivent une vie entièrement tournée vers l'avenir. Leur seul but est d'arriver, d'atteindre, de terminer la mission. C'est un sacrifice tragique. Ils sacrifient leur histoire personnelle pour le futur collectif de l'humanité. Au lieu de vivre une vie, ils voyagent une vie. Et cela leur coûte un lourd tribut. Mess. Et voici le mais transformateur. Quand ils arrivent, quelque chose d'incroyable se produit. Le futur devient soudainement le présent. Et à cet instant, ils ne sont pas seulement des gens sans passé. Ils sont aussi le début d'un tout nouveau futur. Ils sont un pont entre deux mondes, un lien entre deux systèmes stellaires. Ils sont la preuve vivante que l'humanité n'est pas une espèce appartenant uniquement à la Terre, mais qu'elle pourrait aussi être une espèce appartenant aux étoiles. Leur sacrifice personnel crée une toute nouvelle possibilité pour notre espèce entière. En perdant leurs racines, ils ont permis à l'humanité de trouver ses ailes. C'est l'espoir le plus profond. Parfois, pour construire l'avenir, il faut laisser le passé derrière soi. Toi aussi, tu fais face à ces choix dans ta vie. Chaque nouveau départ nécessite une fin. Chaque pas en avant signifie laisser quelque chose derrière. Mais cela ne doit pas être une perte. Cela peut être une transformation. Car nous ne sommes pas seulement la somme de notre passé. Nous sommes aussi les graines du futur que nous choisissons d'être. Ces contrastes, ces paradoxes ne sont pas seulement la réalité de l'équipage de ce vaisseau, ils sont aussi notre réalité. Mais, à la fin de ce voyage philosophique, une question plus concrète, plus dérangeante, nous attend. Et cette question nous amène au contraste peut être le plus dérangeant, cette distinction nette entre l'arrivée et le résultat. Car ce voyage nous apprend amèrement qu'arriver quelque part n'est pas la même chose que d'atteindre un résultat. L'équipage a enduré des difficultés incroyables pendant 42 ans. Ils ont tout donné et finalement, ils ont atteint leur but. Mais le résultat qu'ils ont trouvé n'est pas celui qu'ils attendaient. Peut être que la chose la plus importante qu'ils ont trouvée est qu'ils n'ont en fait rien trouvé. Comment est-ce possible? Que signifie, à la fin d'une quête de toute une vie, de se retrouver avec seulement le vide? C'est maintenant que nous entrons dans ce terrain philosophique le plus ardu. Cela nous mène au contraste impitoyable entre l'espoir et la réalité. La force motrice la plus fondamentale derrière cette mission était l'espoir. L'espoir de trouver la vie sur un autre monde. L'espoir de trouver une preuve que l'humanité n'est pas seule. Cet espoir les a portés sur 25 000 milliards de kilomètres.
Il leur a donné de la force dans les moments les plus sombres. Et cet espoir n'était pas seulement le leur, mais celui de toute l'humanité, Maïs. À leur arrivée sur Proxima B, cet espoir se heurte au mur froid et dur de la réalité. C'est un moment tragique. Les sondes atterrissent, les échantillons sont analysés et la réponse arrive, rien. Pas de vie passée, pas de chimie nécessitant la biologie. Un monde qui a eu de l'eau liquide il y a des milliards d'années et n'a produit que de la chimie inanimée. Une planète formée dans la zone habitable, mais qui n'a pas pu initier la vie avant que les conditions ne se détériorent. Un monde mort qui n'a jamais été autre chose que mort. Et l'équipage doit vivre avec cette réalité. Ils ont voyagé pendant 42 ans, ils ont donné tout ce que la mission exigeait, et le grand titre que toute l'humanité attendait, cette réponse la plus importante, se résumait à un simple « non ». Ou du moins, pas ici. C'est le plus grand coup porté à l'imagination collective de l'humanité. Mais, et c'est ce « mais » qui change tout. Ce résultat négatif ne change pas une chose. Il ne change pas le fait que le voyage a eu lieu. Il ne change pas que des humains étaient là, qu'un autre système stellaire a été visité, observé et caractérisé avec un niveau de détail qu'aucun instrument sur Terre ne pourrait atteindre. Un résultat négatif sur l'étoile la plus proche ne dit rien sur ce qui se passe sur l'étoile de Barnard ou Wolf 359, ou sur les centaines d'autres étoiles proches dont nous savons qu'elles ont des planètes. Un résultat négatif sur l'étoile la plus proche ne met pas fin à la quête. Il l'affine. Il la rend plus précise. L'univers ne nous doit pas une confirmation au premier endroit que nous visitons. Il est juste là, rempli de possibilités que nous n'avons pas encore vérifiées. Toi aussi, tu vis cette expérience dans ta vie. Parfois, tes plus grands espoirs ne se réalisent pas, tes plus grands rêves s'effondrent. Mais cela ne signifie pas que le voyage était dénué de sens, car parfois, ne pas trouver ce que tu cherches est la chose la plus importante que tu puisses trouver, car cela te donne la force de continuer à chercher. Et cela nous amène au contraste peut être le plus profond, la relation entre le temps et l'héritage. Les personnes qui commenceront cette mission naîtront alors que personne regardant cette vidéo ne sera en vie. Les ingénieurs qui concevront ce vaisseau ne sont probablement pas encore nés. Mais les personnes qui effectuent le travail théorique de base qui rendra un jour ce moteur possible font ce travail maintenant, en ce moment même, dans les universités et les laboratoires. Et la plupart d'entre eux ne sauront jamais que leur travail a jeté les bases de cet incroyable voyage. Les constructeurs des premières cathédrales ne les ont jamais vus achever. Les ingénieurs des premiers ordinateurs ne pouvaient pas décrire exactement ce qu'ils étaient en train de construire. Chaque grand projet de l'histoire a fonctionné ainsi. Aucune génération n'a tout résolu. Chaque génération a résolu une partie et a transmis le reste à la suivante. C'est une vérité tragique. Nous voyons rarement la fin des travaux que nous commençons. Nos vies sont trop courtes pour ces projets immenses et multigénérationnels. Nous ne sommes que des maillons, juste une petite partie d'une grande chaîne. Mais, et c'est ce « mais » qui est la plus belle définition de l'être humain. Être un maillon de la chaîne ne signifie pas être insignifiant. Au contraire, cela signifie faire partie de l'éternité. Le travail que tu fais, ta contribution, peut servir de base à des gens qui vivront bien après toi. Une graine que tu plantes peut devenir un arbre à l'ombre duquel tu ne t'assiéras jamais. Ce voyage n'est pas seulement l'histoire d'un groupe d'astronautes. C'est le résultat des connaissances accumulées par des milliers de scientifiques, d'ingénieurs, de penseurs anonymes au fil des générations. Et quand ce vaisseau arrivera à Proxima, il ne transportera pas seulement un équipage. Il transportera l'héritage collectif de l'humanité. Toi aussi, tu fais partie de cette chaîne. Tout ce que tu fais
Chaque mot que tu dis laisse un héritage au suivant, et construire consciemment cet héritage peut être la tâche la plus significative de la vie, car nous ne sommes pas seulement des êtres mortels, nous sommes aussi les auteurs d'une histoire immortelle. Ce voyage philosophique, ces contrastes profonds, nous amènent à une vérité. Aller vers les étoiles n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de caractère. C'est un choix qui définit qui nous sommes et qui nous voulons être. Alors, sachant tout cela, es-tu prêt à affronter cette question la plus personnelle, la plus difficile? Imagine qu'on te fasse une offre. Tu as 30 ans et on t'offre une place sur ce vaisseau, sachant que tu ne reviendras jamais, sachant que tu verras l'étoile la plus proche de tes propres yeux, mais que tu ne reverras plus jamais la Terre. Irais-tu? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Il n'y a que ta réponse, et cette réponse en dit plus sur ta place dans cet univers que toute autre chose. Pour certains, la réponse est un non catégorique. La terre, la famille, tout ce qui est connu a plus de valeur que la lumière froide d'une étoile inconnue, et c'est un choix tout à fait compréhensible. Mais, pour d'autres, l'envie de fermer l'écoutille de ce vaisseau et de partir vers l'inconnu est irrésistible. Cette quête, ce désir d'explorer, est plus fort que tout. Ce voyage n'est donc pas seulement pour une poignée de personnes. Il est un symbole de cette tension éternelle entre deux aspects différents de l'esprit humain, rester et partir, le connu et l'inconnu, la sécurité et l'aventure, et peut être que le sens d'être humain est de trouver un équilibre entre ces deux forces. Mais, au-delà de cet équilibre, dans les profondeurs de ce choix personnel, une dernière couche philosophique nous attend. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous choisirions, il s'agit de ce que l'univers lui-même nous offre. Mais dans les profondeurs de ce choix personnel, une dernière couche philosophique nous attend. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous choisirions, il s'agit de ce que l'univers lui-même nous offre. Car ce voyage n'est pas seulement l'ouverture de l'humanité à l'univers, mais aussi l'ouverture de l'univers à l'humanité. Et maintenant, il est temps de poser la question la plus intime, la plus fondamentale. Comment cette rencontre, cette connaissance, nous changera-t-elle? Comment vivrons-nous avec cette nouvelle réalité? Car ce que nous apprenons ne concerne pas seulement les étoiles, mais aussi les couches les plus profondes de notre âme. Cela nous amène au contraste profond entre le silence et le sens. Ce silence radio absolu venant de Proxima b semble au premier abord une déception. Nous n'avons pas trouvé de forme de vie intelligente. Nous n'avons pas pu répondre à cette grande question de l'univers. Sommes-nous seuls? Ce silence renforce cette possibilité effrayante que nous soyons les seuls êtres conscients dans l'océan cosmique. C'est une pensée tragique. L'idée que dans cet univers infini, avec des milliards de galaxies, des milliers de milliards d'étoiles et être d'innombrables planètes, nous soyons la seule espèce qui pense, qui ressent, qui cherche un sens, crée un poids insupportable. Cela semble être la plus grande blague de l'univers. Il te donne une scène infinie, mais ne crée aucun autre acteur pour y monter. C'est la solitude la plus profonde. Et la messe, et c'est ce mais qui révèle la mélodie cachée dans ce silence. Peut être que ce silence n'est pas une malédiction, mais un cadeau. Peut être que l'univers, au lieu de nous offrir des réponses, nous donne une responsabilité. Si nous sommes les seuls êtres créateurs de sens dans cet univers, cela signifie que le sens que nous créons devient le sens de l'univers lui-même. Ce silence n'est pas un vide, c'est une toile que nous devons remplir. Notre musique, notre art, notre science, notre amour sont les réponses que nous donnons au silence de l'univers. Et cela donne un pouvoir incroyable. Être seul ne signifie pas être insignifiant. Au contraire, cela pourrait signifier que nous sommes les êtres les plus importants de l'univers.
Toi aussi, tu rencontres ce silence dans ta propre vie. Parfois, tu ne trouves pas de réponse à tes plus grandes questions. Parfois, tes prières ne sont pas entendues. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de sens. Cela signifie que la tâche de créer le sens t'a été confiée. Et le sens que tu apportes à ta vie est une note unique dans la grande chanson de l'univers. Cela nous amène également à l'équilibre délicat entre la fragilité et la résilience. Ce voyage révèle dans sa forme la plus nue à quel point l'humanité est fragile. Nos corps sont vulnérables aux radiations, à l'apesanteur, à l'isolement. Nos esprits peuvent être écrasés par la monotonie et le stress. Notre technologie peut être détruite par un seul grain de poussière. Nous sommes des créatures extrêmement délicates, vivant dans une fine coquille de verre, dans cet univers immense et indifférent. C'est une vérité tragique. Nous sommes le produit d'une coïncidence cosmique, et nous pourrions être anéantis par une autre coïncidence avec la même facilité. Cette fragilité peut nous effrayer. Elle peut nous faire sentir impuissants. Mais, et c'est ce « mais » qui montre la plus grande force de l'esprit humain. Oui, nous sommes fragiles, mais nous sommes aussi incroyablement résilients. Cet équipage a enduré des difficultés inimaginables pendant 42 ans. Leurs corps se sont affaiblis, mais leurs esprits se sont renforcés. Leurs esprits ont été testés, mais leur volonté n'a pas été brisée. Et à la fin, ils ont accompli ce voyage impossible. C'est l'histoire de l'humanité. Nous sommes tombés d'innombrables fois. Mais, à chaque fois, nous nous sommes relevés. Nous avons survécu à des guerres, des famines, des pandémies. Mais nous sommes toujours là, car notre plus grande force n'est pas notre force physique. Notre plus grande force est notre capacité à espérer, à nous adapter et à ne jamais abandonner. Notre fragilité n'est pas notre faiblesse. C'est la source de notre plus grande force. Car ce n'est que lorsque tu sais que tu es fragile que tu peux être vraiment fort. Toi aussi, tu connais cette vérité dans ta propre vie. Tu trouves ta plus grande force dans les moments où tu te sens le plus faible. Tu découvres ta plus grande résilience dans les moments où tu es le plus brisé. Car nous sommes comme les arbres qui ne se brisent pas dans la tempête, mais qui ploient avec elle. Et enfin, ce voyage nous amène au contraste ultime entre le but et le voyage. Quel était le but de la mission ? Atteindre Proxima B, trouver la vie, recueillir des données scientifiques. C'étaient les objectifs sur le papier. Et ces objectifs ont été atteints, ou du moins certains d'entre eux, mais, à la fin du voyage, l'équipage et nous comprenons que le but principal n'était pas celui-là. C'est une ironie tragique. Parfois, nous nous concentrons tellement sur un objectif que nous perdons de vue que le voyage lui-même pour atteindre cet objectif est la véritable récompense. Passer une vie à atteindre un seul objectif, et puis, une fois cet objectif atteint, réaliser que ce n'était pas ce que vous cherchiez vraiment. Cela peut créer une profonde tristesse. Mais, et c'est ce « mais » qui murmure le plus grand secret de la vie. Le but principal n'était pas d'arriver. Le but principal était d'être en chemin. Ces 42 ans n'étaient pas une perte. C'était une transformation. Cet équipage, au cours de ce voyage, est devenu les meilleures personnes qu'ils pouvaient être. Ils ont appris le courage, le sacrifice, l'amitié et la résilience. En essayant de comprendre l'univers, ils se sont en fait compris eux-mêmes, et cela a bien plus de valeur que n'importe quelle planète ou n'importe quelle donnée scientifique. Car à la fin de la journée, ce qui compte n'est pas ce que nous trouvons. Ce qui compte, c'est en qui cette quête nous transforme. Toi aussi, tu es dans ce voyage, dans ta propre vie. Tu as tes propres buts, tes propres objectifs, et tu t'efforces de les atteindre. Maïs, n'oublie pas, la vraie magie n'est pas à la destination. La vraie magie est dans chaque pas
que tu fais sur le chemin. Car la vie n'est pas une destination. La vie est le voyage lui-même. Ses pensées profondes, ses voyages intérieurs nous ont amenés à un point de compréhension. Nous voyons maintenant l'univers et nous-mêmes différemment. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car cette compréhension nous laisse avec une toute nouvelle question, peut être la plus importante. Et cette question nous amène à la dernière couche philosophique, et c'est pourquoi, à la fin de ce long voyage, nous connaissons maintenant la réponse à cette question la plus simple, la plus fondamentale. Au cours de ce voyage, nous avons vu les limites impitoyables de la physique, la fragilité du corps et de l'esprit humain, et la nature impitoyable du vide interstellaire. Mais nous avons aussi été témoins de l'incroyable résilience de l'esprit humain, du pouvoir transformateur de la curiosité et de notre capacité à créer des liens, même au milieu de la solitude la plus profonde. Nous savons maintenant que se rendre à Proxima Centauri n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de caractère. C'est comprendre à quel point même notre plus proche voisin est en fait inaccessible, ce que signifie une distance de 25 000 milliards de kilomètres, et quel prix énorme le simple rêve de parcourir cette distance exige de nous. Toi aussi, à la fin de ce voyage, tu as peu être compris la chose la plus importante. Quand tu regardes le ciel, ces étoiles ne sont plus seulement des points de lumière lointains, elles sont à la fois des cibles et des miroirs. Des miroirs qui nous rappellent à quel point nous sommes petits, mais qui nous montrent aussi à quel point nous pouvons rêver grand. Si ce voyage, cette distance ahurissante et ces questions philosophiques profondes ont ouvert une nouvelle porte dans ton esprit, n'oublie pas de rejoindre cette communauté d'exploration, de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager tes pensées dans les commentaires. Car cette histoire nous a montré que même notre plus proche voisin est plein de secrets. Mais le plus grand secret de l'univers pourrait ne pas être caché le plus près de nous, mais le plus loin, c'est à dire. Au tout début de tout. Dans ce voyage, nous avons parlé d'une distance parcourue en 42 ans. Mais je ne vous ai pas dit quelque chose? Toutes les briques fondamentales de l'univers, tout ce qui existe, ont été créées en seulement les 3 premières minutes. Juste 180 secondes. Comment est-ce possible? Dans notre prochain voyage, nous irons au début des temps et nous percerons les secrets des 3 premières minutes de l'univers. Êtes-vous prêts?